laisserai ensuite la parole à nos deux grands témoins que je salue. Je salue donc Dominique Rousseau, qui est professeur de droit bien connu et bien connu pour tous ses travaux en matière en particulier de droit constitutionnel, et y compris sur des sujets évidemment de démocratie délibérative et d'intervention des citoyens dans les processus de construction des politiques publiques. Et je salue tout particulièrement évidemment Mélanie Cognier. Je ne sais pas si on prononce le S d'ailleurs, je ne sais jamais. C'est au choix. Je la salue vraiment et je la remercie encore une fois, ainsi que Dominique Rousseau, bien entendu, de sa participation. Vous le savez, Mélanie est une citoyenne qui a été tirée au sort qui a fait partie de ce formidable processus de la Convention citoyenne et des 150. Elle est aujourd'hui coprésidente de l'association des 150 et elle est par ailleurs, elle a été élue par ailleurs, et je crois qu'on peut chacun l'en féliciter, maire de sa commune de Souvigné-sur-Sarthe, ce qui me fait particulièrement plaisir, puisque vous le savez, peut-être, je suis moi-même sartois d'origine. Voilà, donc première partie sur le diagnostic, environ 1h10, et deuxième partie sur les propositions, puisque vous l'avez vu, comme tous les travaux de la Fabrique écologique, nous débouchons sur des propositions concrètes. C'est bien l'objectif de la Fabrique écologique, qui n'est pas là pour faire des travaux universitaires, qui est là pour essayer de faire avancer les choses. Et donc, sur la partie proposition, trois quarts d'heure. Et là aussi, il y aura une petite intervention de ma part liminaire, une intervention de nos deux grands témoins, et ensuite, la parole vous sera donnée pour un débat, sachant que les grands témoins, évidemment, je les solliciterai dans le cours du débat pour qu'ils réagissent sur telle ou telle de vos interventions. Voilà donc l'organisation de l'atelier, en vous rappelant la nécessité de prise de parole courte, mais en même temps, je pense qu'il est tout à fait important que tout le monde, maximum d'entre vous en tout cas, puisse s'exprimer sur tous ces sujets. Voilà donc la présentation, et donc je vous propose que nous passions à la première partie, qui est donc la partie diagnostic. Et je vais présenter donc la note en quelques mots. Donc vous avez vu le processus, vous avez vu que, comme d'habitude, la Fabrique écologique est totalement transparente. Donc vous avez vu dans la fiche de présentation la procédure qui a été suivie pour la construction de cette note, y compris les personnes qui ont été éditionnées, y compris ce que nous avons fait sur ces différents sujets. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, le sujet est totalement d'actualité. Je voudrais vous rappeler très brièvement l'actualité. Évidemment, l'actualité du projet de loi d'application des propositions de la Convention citoyenne. Je dis d'ailleurs dès le départ que, vous l'avez bien vu dans la note, l'objet de cette note et l'objet de cet atelier n'est pas de juger de la mise en œuvre des propositions de la Convention, qui est un sujet en soi, c'est un débat politique tout à fait respectable sur lequel chacun a son avis, mais ce n'est pas le sujet de la note, comme vous l'avez vu. Le sujet de la note est plutôt de prendre cette expérience totalement inédite, tout à fait passionnante, de citoyens tirés au sort, d'en faire le bilan et d'en tracer les perspectives pour la suite. Donc, actualité évidemment par ce projet de loi, actualité parce que je crois aussi que les 150 vont se réunir une dernière fois pour tirer les leçons, en particulier de leur processus. Actualité aussi, et c'est plus important peut-être encore, parce que se multiplient les conventions citoyennes, que ce soit au niveau local, c'est cité dans la note, je vous y renvoie, ou que ce soit par exemple la convention vaccin qui vient de se mettre en place, et sur laquelle on pourrait réfléchir d'ailleurs un peu plus peut-être que ce que fait la note. Donc, très, très grande actualité. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est à quel point il est important que ce genre de processus réussisse. Bon, pourquoi, et c'est présenté dans la note, dans la première partie diagnostic, on voit bien que sur le climat, il y a deux grandes caractéristiques sur le climat qu'il faut rappeler. D'abord l'urgence, je ne vous fais pas un dessin, et d'autre part la relative impasse dans laquelle sont les politiques publiques, où étaient les politiques publiques jusqu'à présent, parce qu'on voit bien que pour atteindre les objectifs ambitieux fixés à la France et fixés par la France, y compris qui ont été réévalués il y a quelques semaines par l'Union européenne, eh bien on voit bien qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas sur les décisions à prendre pour parvenir à ces objectifs. Et on voit bien qu'en même temps, il y a une certaine panne de réflexion dans les milieux, disons, des décideurs sur ce qu'il faudrait faire exactement pour qu'on puisse avancer plus vite et plus fort
en matière de cette lutte contre le changement climatique. Le deuxième élément important de contexte de la note qui est rappelé, c'est la montée en puissance de la démocratie délibérative. Et la note dit explicitement, ce qui je crois est une idée assez importante et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment la démocratie délibérative, c'est-à-dire notamment de citoyens tirés au sort, n'est pas là pour remplacer la démocratie représentative. Elle est là pour s'articuler à la démocratie représentative. C'est évidemment assez différent. Et je pense que l'objet peut-être le plus intéressant de la note, à mes yeux en tout cas, c'est qu'on voit bien que cette articulation entre démocratie représentative et démocratie délibérative, jusqu'à présent, a été assez peu pensée, ou en tout cas, Dominique Rousseau peut-être interviendra là-dessus, en tout cas, assez peu pensée pour ces derniers temps, parce que je crois que, je suis même sûr qu'il y a eu des travaux plus anciens qui ont porté sur ces sujets, et qu'on voit bien que c'est une des problématiques qu'il est nécessaire de préciser si on veut que ces processus s'inscrivent dans la durée et finalement réussissent, ce qui, je pense, peut être considéré comme extrêmement important pour les différentes raisons citées par la note. Troisième élément important du diagnostic, c'est que ce processus en soi, avant même de parler des propositions, a joué un rôle extrêmement positif pour le climat. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, et c'est tout à fait important même à rappeler. Pourquoi ça a joué un rôle très positif? D'abord, ça a démontré que des citoyens pouvaient, sur ce sujet, construire des politiques publiques en prenant en compte les réalités de la vie quotidienne de manière tout à fait intéressante et importante. Donc, je crois que c'est un point tout à fait majeur et qui est évidemment extrêmement positif. Ça a joué aussi un rôle important, et je crois qu'il faut le rappeler, dans le fait que le climat reste d'actualité pendant la crise sanitaire. Autant dans la première phase de confinement, il y a eu beaucoup de réflexions sur le monde d'après, etc. Et donc, dans ce cadre-là, le climat est resté un peu spontanément d'actualité. Autant depuis septembre, je pense que s'il n'y avait pas eu la Convention sur le climat et ses débouchés, peut-être que le sujet aurait largement disparu des radars, alors que grâce à la Convention, il y est resté. Et troisième élément, peut-être le plus important, c'est que l'existence même de ce processus a été un moyen de pression considérable, et l'est toujours d'ailleurs, moyen de pression considérable pour faire avancer davantage les politiques publiques en matière de climat. Dans la deuxième partie, on pointe, parce qu'on a regardé ça évidemment de manière très précise et avec du recul, ce qui évidemment permet la distance de temps, on pointe les différentes difficultés qui ont pu se poser en matière de format et de modalités et qui peuvent, pour une bonne part, expliquer peut-être un sentiment de déception chez un certain nombre de citoyens ou de façon plus générale sur le bilan de cette expérience. Modalité qui n'allait pas de soi spontanément, puisqu'on le voit, et dans la note, c'est démontré que par rapport aux expériences étrangères, il y a eu des modalités très différentes. C'est tout à fait légitime le choix, mais simplement ensuite, il est tout à fait normal qu'on puisse réfléchir sur les modalités. Alors, je passe très rapidement, parce que je ne vais pas être trop long, sur l'ampleur du sujet, qui était quand même un problème en soi, sur l'organisation de la gouvernance. Vous avez peut-être vu ce qu'on a écrit là-dessus. Mais je voudrais pointer deux difficultés sur le format qui me paraissent particulièrement importantes. La première difficulté, c'est l'absence de discussion et d'intervention précise des corps intermédiaires. Alors, des syndicalistes, bien entendu, ont été invités et ont été sollicités comme intervenants, mais disons que ce que j'appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, le patronat, les associations, les élus locaux, ont été sollicités individuellement, alors que dans un processus bien construit, je pense qu'on ne peut pas oublier que la démocratie délibérative doit être aussi au service de la démocratie sociale et de la décentralisation. Et que donc, il y a sans doute nécessité pour l'avenir de trouver des formules qui associent mieux les partenaires sociaux, les élus locaux, où quand même beaucoup se joue dans les territoires, à la réflexion qui est menée par la démocratie délibérative. Le deuxième point qui est pointé, qui je crois est une carence qui n'a jamais été mise en avant dans le débat public, mais qui nous a paru, en tout cas au groupe de travail, tout à fait évidente, c'est les graves insuffisances de la lettre de mission, sur deux points extrêmement importants qui expliquent aujourd'hui sans doute une partie des difficultés. Le premier point, c'est le fait que l'économie n'ait jamais été citée dans la lettre de mission. Or, on le voit bien sur toute une série de sujets, et compte tenu en particulier du chômage de masse qui est en France, on ne peut pas ne pas prendre en compte les sujets économiques dans la réflexion sur la stratégie climatique.
Et de ce point de vue-là, on ne peut pas simplement s'en sortir en disant de toute façon, ça sera convergent, parce que peut-être qu'à long terme, ce sera convergent, mais on voit bien que aujourd'hui, y compris, mais hier déjà, que sur toute une série de sujets, ce n'est pas forcément convergent. Et ça, je pense qu'il faut mieux le reconnaître. Mais les citoyens ne sont pas responsables de cette difficulté, puisqu'elle n'était pas pointée dans la lettre de mission, et que donc, ça n'a pas pu être pris en compte. Le deuxième élément d'une grave insuffisance de la lettre de mission, c'est sur la programmation des moyens. Certes, les citoyens ont voulu aborder ce sujet, mais on est obligé de constater que le sujet en tant que tel n'a pas été abordé parce qu'il n'était pas dans la lettre de mission. Et d'ailleurs, on y a réfléchi, une longue tradition française depuis le Grenelle de l'environnement, où on fixe des objectifs, on fixe un certain nombre de mesures, mais on ne programme jamais les moyens. En France, nous avons la caractéristique d'avoir une note de programmation militaire, d'avoir une note de programmation pour la police, d'avoir de temps en temps une loi de programmation pour l'école, mais jamais d'avoir de loi de programmation sur la transition écologique. Or, la question clé des moyens est évidemment aussi au cœur de l'action climatique. Deuxième élément, et j'en terminerai là évidemment, d'ambiguïté, c'est évidemment, et je me concentrerai là-dessus évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites dans la note, mais c'est me paraît le plus important, l'ambiguïté du sans filtre. Vous avez vu ce qu'on écrit là-dessus. Nous, on pense que le sans filtre a joué un rôle trop ambigu, parce qu'il a laissé entendre que les propositions des citoyens pouvaient être d'application directe. Or, on le voit bien d'ailleurs quand on réfléchit à l'action du comité légistique, par exemple, qui est écrit, évidemment, pour des raisons de droit, pour des raisons d'institution, ça ne pouvait pas être d'application directe, mais en même temps, il ne faut pas, et ça je ne veux pas anticiper sur la troisième partie, mais à notre avis, il faut évidemment que l'action le travail des citoyens soit beaucoup plus que de simples propositions. Mais en tout cas, cette ambiguïté sur le fait que le sans filtre a été compris comme d'application directe, explique à notre avis une partie des difficultés, parce que si on veut vraiment articuler démocratie délibérative et démocratie représentative, il est assez logique que les instances compétentes se saisissent de ces sujets. Tout le problème est de faire en sorte qu'elles se saisissent de ces sujets dans des conditions améliorées par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui. Et c'est un peu la logique que nous avons menée dans la troisième partie de proposition, je n'y viens pas. Voilà donc une présentation rapide de la note, et je cède la parole peut-être d'abord à Mélanie pour qu'elle nous donne ses premières réactions sur ces sujets en quelques minutes. Bonjour à tous, donc moi je suis Mélanie, effectivement, membre de la Convention citoyenne pour le climat. Donc j'ai eu la note, moi je suis d'accord avec tout ce qui se dit dans la note, sauf sur la partie économique. L'insuffisance de la lettre de mission, à savoir, effectivement, on ne nous a pas demandé de prévoir du financement de nos mesures, mais le Premier ministre, quand il est venu, Édouard Philippe nous a bien dit qu'il n'y avait pas d'argent facile et qu'il fallait quand même un petit peu réfléchir, mais ce n'était pas dans la lettre de mission. Du coup, nous, on a profité du confinement pour réfléchir justement, alors c'est exhaustif, c'est dans le rapport, sur en fait, à savoir où est-ce qu'on pourrait trouver cet argent. Et on y a quand même un petit peu réfléchi, même si ce n'était pas dans notre lettre de mission. Voilà, la programmation des moyens, effectivement, c'est aussi, ça a coûté 5 millions d'euros, cette Convention citoyenne pour le climat. À l'origine, ça devait durer 4 mois en 6 sessions, ça a fini en 9 mois, 7 sessions et quelques, parce qu'on a eu ce qu'on a appelé des sessions bis. Pendant le confinement, on a eu énormément de visioconférences par groupe de travail, mais aussi à 150, même la session 6 bis, qu'on a passé tout un week-end, 2 jours en visioconférence, matin, après-midi. Et c'est très éprouvant, c'est très compliqué de travailler à 150 en visioconférence. Mais voilà, ça nous a rallongé un peu la convention. Sinon, c'était en 4 mois. Et 4 mois, en fait, ça aurait été très, très court, 4 mois. Mais bon, comme vous avez dit, Géraud, il faut prendre exemple sur cette convention. Les critiques sont toujours constructives et je pense que c'est très bien qu'il y ait cette note d'analyse sur la convention citoyenne et sur son organisation, parce que c'était un premier jet et c'est amené à être renouvelé. Aujourd'hui, c'est une petite convention sur les vaccins où il y a 35 citoyens tirés au sort. Mais moi, on m'a demandé souvent, par exemple, vous n'avez pas parlé de l'énergie. Alors nous,
Je pense qu'il faudrait une convention citoyenne sur l'énergie. On ne peut pas traiter ça par-dessus la jambe dans un groupe de travail à 30 ou à 50. C'est tellement important que voilà. Pareil, on avait cette mesure sur la réduction du temps de travail. Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit intégré, ce sujet soit intégré dans une convention citoyenne sur le travail, parce qu'aujourd'hui, on a le télétravail, réduction du temps de travail, éventuellement les retraites dedans, puisque la retraite, c'est quand même la suite du travail. Donc voilà, cette convention, on était un peu des rats de laboratoire. Et aujourd'hui, il faut utiliser notre travail et cette organisation pour faire mieux dans l'avenir. Merci. En tout cas, merci, et à travers vous, merci aux 150 quand même pour ce qu'ils ont fait, le travail formidable qu'ils ont fait. Et on voit bien que si on discute de ça, c'est bien que ça pèse d'un point important et positif dans le débat public. Et donc, on en est tout à fait heureux. Dominique Rousseau. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation pour discuter un peu de cette note que j'ai lue évidemment avec intérêt. Comment dire, pour la discussion, je vais peut-être mettre l'accent sur, sinon les désaccords, en tous les cas les interrogations que cette note a soulevées. Je peux dire que globalement, je suis d'accord, mais il y a quand même un certain nombre de points que je voudrais noter et qui, en tous les cas, m'ont posé problème. En partant d'abord de votre introduction, de ce que vous avez dit. Vous avez dit sujet d'actualité. Oui, bien sûr. Mais je trouve que la note exagère peut-être cette actualité. Notamment en laissant entendre que c'est grâce aux Gilets jaunes qu'on a découvert ces problèmes qui se sont révoltés contre les élites. Or, si on refait l'histoire, ce ne sont pas les Gilets jaunes qui nous ont fait découvrir l'urgence et l'importance du respect de la biodiversité, et du changement climatique et de l'environnement, et de la question que ça pose au niveau de l'organisation de nos sociétés. Si on reprend les travaux de Bourdieu sur la misère du monde, de René Dumont en 1974, si on renvoie au rapport du MIT en 1970, aux travaux d'Ivan Illich ou de Pierre Clastres, on voit que ça fait longtemps que une partie de l'élite attire l'attention des citoyens sur l'urgence de changer notre mode de production, changer notre mode de consommation. Ce qui a changé depuis peut-être une dizaine d'années, c'est que ce qui était objectif, c'est-à-dire la crise environnementale, la crise climatique, la crise de la biodiversité, qui était décrite et expliquée, eh ben, ce qui a changé, c'est que ce qui était objectif a été subjectivement vécu par les citoyens. Donc, notre actualité, c'est une rencontre entre ce que disait une partie de l'élite il y a quelques années, et la rencontre avec ce que les citoyens qui considéraient ce qu'on disait en 1970 sur la décroissance, etc., c'était du baratin. Là, on prend conscience que effectivement, c'est d'actualité, c'est important. Donc, je crois que il est important de montrer que cette interrogation sur l'urgence climatique ne date pas d'aujourd'hui et ne vient pas nécessairement uniquement des Gilets jaunes, mais que ça a été pensé avant et qu'il y a aujourd'hui l'actualité, c'est la rencontre entre l'objectif et le subjectif. Deuxième interrogation que vous avez soulevée sur la montée en puissance de la démocratie délibérative. Alors, moi, vous savez peut-être que je préfère le terme de démocratie continue au terme de démocratie délibérative ou participative, parce que notre démocratie actuelle, elle est participative. Les électeurs participent aux élections. Alors, moins, mais on parle de participation électorale.
Et à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a une délibération. Donc, la démocratie représentative a des éléments participatifs et délibératifs. Si je préfère l'adjectif continu, c'est parce que je souhaite introduire dans la forme qui vient de la démocratie l'idée de temps qui manque jusqu'à présent. L'idée de temps, c'est-à-dire l'idée que la démocratie, pour faire vite, hein, ne cesse pas au moment du vote, mais qu'elle doit continuer entre deux moments électoraux, c'est-à-dire que les citoyens doivent continuer à exercer entre deux moments électoraux leurs compétences, non pas simplement leurs compétences électorales, mais leurs compétences normatives, c'est-à-dire leurs compétences à intervenir dans la fabrication des politiques publiques locales, nationales et des politiques et des lois. Donc, bon, ça c'est un problème de terminologie, mais c'est pas nécessairement le plus important. Là aussi, ce qu'on peut noter peut-être dans cette note, c'est en liaison avec ce que je viens de dire à l'instant, c'est peut-être l'absence de profondeur historique. Parce que la crise de la démocratie représentative, je préfère dire la crise de la forme représentative de la démocratie, est quelque chose d'ancien. Si je me réfère moi, à mes auteurs, disons, de juristes, on trouve des articles dans les revues juridiques, une revue juridique la revue de droit public de 1911, dont le titre est « La crise de la démocratie représentative ». En 1936, il y a un article d'un grand professeur de droit qui s'appelle Carré de Malberg, qui fait un gros article sur la crise de la démocratie représentative et qui propose comme sortie le référendum d'initiative citoyenne. Donc, vous voyez que c'est cette idée que ça sortirait comme ça, on inventerait en quelque sorte, on découvrirait aujourd'hui qu'il y a une crise de la forme représentative de la démocratie. Là aussi, peut-être faut-il resituer le moment actuel dans l'histoire des luttes sociales, des luttes politiques et des luttes intellectuelles qui ont été menées, disons, tout le long du 19e et du 20e siècle et qui trouvent aujourd'hui un débouché parce que, encore une fois, l'objectif rencontre le subjectif. Vous avez posé la question qui, à mon avis, est très importante, c'est est-ce que la démocratie délibérative, je passe sur les noms, moi je préfère continue, mais peu importe, est-ce que la démocratie délibérative, vous avez dit, doit être articulée ou remplacer la démocratie représentative? C'est un des débats importants. C'est un des débats importants. Est-ce que ce qui est en train de s'inventer aujourd'hui avec les conventions de citoyens, est-ce que c'est une forme nouvelle et qui va remplacer à court, moyen, long terme la forme représentative, ce qui veut dire qu'on va voir disparaître progressivement le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat dans la fabrication des lois au profit d'autres institutions, comme les conventions de citoyens, ou bien est-ce que les conventions de citoyens vont être branchées sur les formes institutionnelles actuelles et finalement, les conventions de citoyens ne seraient qu'un replâtrage de la forme représentative de la démocratie. Finalement, est-ce que les conventions de citoyens viendraient au secours de la forme actuelle, mais qui resterait au bout du compte représentative? On aurait introduit un peu de citoyens dans la fabrication des lois, comme de temps en temps on introduit un peu de démocratie directe avec le référendum, on introduit un peu de citoyens avec les conventions de citoyens, mais globalement, la forme reste représentative, c'est-à-dire, globalement, la fabrication des lois reste le monopole des représentants. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on remet en cause Sieyès ou pas? Sieyès qui disait en 1789, le peuple ne peut vouloir et parler que par ses représentants.
Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que le peuple peut parler tout seul, en dehors de ses représentants, à côté de ses représentants, contre ses représentants, je mets des points d'interrogation, à côté, en dehors, contre. Donc, le moment historique dans lequel on est, il est de savoir si nous cherchons, enfin, si ce qui s'invente actuellement est quelque chose qui va permettre à la forme représentative de la démocratie de durer, en lui donnant un second souffle, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va dépasser la forme représentative de la démocratie, comme l'histoire, encore une fois, la profondeur historique peut le montrer. Alors, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, mais c'est une interrogation importante qui rejoint un peu celle dont vous avez parlé à la fin, lorsque vous avez dit qu'un des problèmes, c'était l'absence dans les processus de décision des corps intermédiaires. Mais là, ça pose la question des conventions de citoyens, c'est-à-dire la question, qu'est-ce qui doit faire partie des conventions de citoyens? Est-ce que c'est la société civile organisée, les syndicats, les associations, qui ont leur institution, c'est le Conseil économique, social et environnemental? Est-ce qu'on doit trouver dans les conventions de citoyens ces corps intermédiaires? Ou bien est-ce que les conventions de citoyens, c'est précisément pour permettre à des citoyens qui ne sont pas engagés dans un syndicat, dans une association, etc., mais qui sont citoyens, de permettre à la société civile non organisée, certains de mes collègues politistes diraient la société civile sauvage, mais disons, ou des philosophes comme Claude Lefort, hein, qui parlaient de démocratie sauvage, c'est-à-dire, est-ce que les conventions de citoyens sont un moyen supplémentaire pour les corps intermédiaires d'intervenir, ou bien est-ce que c'est des instances, des organes pour permettre à des citoyens non engagés dans des organisations de participer à la fabrication de la loi. Voilà les quelques questions. Alors, il y en a d'autres, hein, bien entendu, Merci, sur les propositions. J'aurais des questions à poser sur le nombre. Moi, je on y reviendra, on ne suis reviendra pas sur les... favorable sur le nombre de 150 personnes. Bon, je pense qu'on pourrait y revenir dans la discussion. Alors, Merci. encore une fois, j'ai volontairement pointé les choses qui me paraissent poser problème. Je pourrais, dans la discussion, nuancer mes propos, mais c'était plutôt pour lancer le débat. Non, non, mais c'est tout à fait l'objectif de l'atelier. L'objectif de l'atelier est bien de discuter de la note, y compris de ce qu'elle dit, et de pouvoir contester éventuellement ce qu'elle dit. C'est tout à fait logique et légitime. Je vais vous passer la parole. Je vous demande, certains ont levé la main sur Zoom, je vous demande vraiment de mettre intervention demandée dans le chat, parce que ça me permet de vous prendre dans l'ordre. Alors que quand vous levez la main, je m'excuse de ce détail technique, mais quand vous levez la main, je ne sais pas qui est le premier qui a levé la main, et donc je ne peux pas vous donner la parole dans l'ordre. Donc je vais donner la parole à 4 ou 5 d'entre vous. Je vous demande vraiment d'être très court. Vous voyez bien, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, ce qui est une excellente chose. Et donc vraiment, soyez bref. Merci beaucoup. Alors, Raymond Zaharia. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut ouvrir son micro? Oui, merci de me donner la parole. En fait, je vous en prie. Comme je l'ai dit, c'est quand le moment sera venu, c'est-à-dire que je voudrais parler des propositions. Donc, ah, c'est pas le moment alors. Alors, je vous redonnerai la parole. Maintenant, il faut me redonner la parole. Très bien. Il y aura des propositions. Sinon, je pourrais dire, bien sûr, que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Dominique Rousseau, en particulier sur la participation des citoyens sauvages, là, si j'ai bien compris. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au référendum d'initiative citoyenne. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Pierre-Jean Delahousse, c'est ça, je crois, sur Paysage et Association Paysage de France. Oui, bonjour. Donc, je suis tout à fait peut-être dans les clous de ce que vous avez dit tout à l'heure, mais il est absolument indispensable que nos associations lancent un véritable message d'alerte en direction d'ailleurs de Madame Cognier qui est présente, parce que en ce moment, il y a ce fameux projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique. Donc, c'est quand même véritablement censé être la transcription d'une partie ou en partie des demandes de la Convention. Or, nous sommes spécialistes de la publicité, de l'affichage publicitaire dans le paysage, pas seulement, mais enfin, c'est un peu le noyau dur de nos actions.
Et nous avons absolument bondi quand nous avons vu l'article 6 de ce projet, qui est un article ni plus ni moins scélérat et odieux, puisqu'il consiste, si vous voulez, si jamais cet article passait, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on arriverait à l'effet exactement inverse de l'objectif prétendu et recherché en tout état de cause, à savoir qu'à minima, le Code de l'environnement, les lois et les réglementations applicables à la publicité extérieure soient appliquées. Cette mesure consisterait à transférer, à dessaisir le préfet, les préfets, de leur pouvoir de police. M'excuse de vous interrompre, mais on a bien compris votre message. Ce n'est Voilà. pas tout à fait l'objet de la note, et donc peut-être en rester Mais, là, mais on a bien compris votre message. J'ajoute quand même une chose, parce que j'estime que là, si on coupe la parole aux citoyens, c'est quand même assez contrariant, que c'est quelque chose qui est très difficile pour la plupart des gens de mesurer et de comprendre, parce qu'il faut connaître parfaitement la réglementation. Donc, nos associations veulent absolument alerter la Convention qu'on se moque d'elle en la matière, puisque c'est même l'inverse à la limite de ce qu'elle demande. Et bien évidemment, nous allons réagir. Il y a une réunion ministérielle le 10 février. On va déclencher les opérations le 9, donc, je crois, ou le 8 au soir. Et on est en train de regrouper un front associatif et de citoyens. Mais il n'est pas possible de laisser passer une mesure comme ça. Ça serait un véritable scandale sur le plan de la démocratie, puisqu'il s'agirait en l'occurrence de tromper ni plus ni moins les citoyens. Merci beaucoup. Vous voyez bien que l'objet du débat, je voudrais le recentrer un tout petit peu, parce que ce n'est pas du tout inutile votre intervention, au contraire. Mais l'objet du débat est bien sûr de ne pas porter sur le détail des propositions et sur le détail de la mise en œuvre des propositions. Ce serait un autre débat, on pourra peut-être faire un jour d'ailleurs, qui est utile, mais ce n'est pas l'objet du débat ni de la note. Enfin, merci quand même de votre intervention qui était utile en tant qu'alerte. Alors, Jacques Roger-Machard. Oui, bonsoir. J'ai été personnellement assez déçu par la performance de cette assemblée, et je trouve que la note n'est pas assez critique à cet égard. Je m'explique, je m'attendais, j'espérais que cette convention fasse un minimum de prospective. Or, elle est restée très dans le court terme. Je prends un petit exemple, et pour illustrer ma pensée ou ma critique, l'affaire de la limitation à 110 km/h sur les autoroutes qui n'a pas été retenue. Donc, je ne vais fâcher personne en parlant. Mais c'est typiquement une mesure qui, aujourd'hui, serait certainement très efficace en économie de consommation d'essence et d'émissions de carbone, mais qui demain serait probablement nulle ou très faible, dans la mesure où demain, beaucoup de voitures sur l'autoroute fonctionneront en électrique. Et le comportement d'un chauffeur de voiture électrique sera très spontanément de ralentir sa vitesse pour gagner en autonomie. Donc, à partir de ce petit exemple, je soupçonne fortement les experts qui étaient derrière la Convention citoyenne d'avoir présenté leur expertise sans véritablement faire ce travail de prospective et aider les citoyens à se projeter dans l'avenir. Merci. Et donc, je suis très critique sur ce court-termisme des pensées, des rendus de la Convention citoyenne. Merci. Peut-être que Mélanie réagira là-dessus, peut-être que moi aussi d'ailleurs, mais on continue les interventions. Gilles Rotillon. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alors, rapidement, sur la Convention, d'abord, la note, elle met l'accent sur la nouveauté que représenterait cette initiative, très bien. Je pourrais d'abord dire que ce n'est pas si nouveau que ça. Les conférences de citoyens, ça existe depuis très longtemps dans plein de pays, sur des tas de sujets différents. Et l'idée, c'est ça, c'est de prendre des citoyens, de les choisir sur des critères représentatifs si possible, mais pas nécessairement, et de les faire travailler à partir d'informations d'experts sur un sujet donné. Donc, ce n'est pas du tout nouveau, la Convention citoyenne, en tant que démarche. Ça existe depuis très longtemps et dans des très, très nombreux pays. Ceci étant, j'ai un petit soupçon sur le fait que cette convention, elle est quand même née d'abord des Gilets jaunes, sur des problèmes qui n'étaient pas environnementaux au départ, mais qui étaient plutôt des problèmes de justice sociale.
Et donc, je soupçonne un petit peu quand même une arrière-pensée politique de la part du gouvernement quand il a mis en place cette convention, qui me paraît d'ailleurs confirmée par le fait que l'échec aujourd'hui, enfin du jugement qui vient d'être apporté sur la pétition sur le cas du siècle, qui condamne effectivement le gouvernement pour une action face au climat. Alors, sur le contenu de la convention, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est un succès ou pas. Parce que le fond de l'affaire, c'est de savoir si les émissions vont effectivement être à 40% en 2030, dans un souci de justice sociale, qui était l'objectif qui est donné à la Convention. Donc ça, on le saura en 2030. Personnellement, je doute tout à fait fortement que des mesures qui sont quand même pour la plupart isolées les unes des autres, qui existaient d'ailleurs pour beaucoup avant que la Convention existe, parce qu'elles étaient dans le domaine public depuis très longtemps. Tous les experts en question, tout le monde avait ses petites propositions sur ces différentes orientations. Donc, ça n'a jamais été qu'une collection de reprises de la part des conventionnels, et donc rien ne prouve, un, qu'elles sont nécessaires une par une, et deux, qu'elles sont suffisantes. Donc ça, on ne le saura Merci beaucoup. Dans 3 ans, dans 10 ans. Merci, on a bien compris votre message. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole successivement à Bettina Laville, Pierre-Jean Delahousse, Jean-Luc Benamias et Guylaine Hierceau. Et puis ensuite, on fera un petit tour de commentaires, les deux grands témoins et moi-même. Alors, Bettina Laville, mais vraiment en vous demandant d'être très court, je vous le rappelle. Merci. Si elle est là, et si elle a son micro ouvert. Non ? Je ne la vois pas. Donc, Pierre-Jean Delahousse. En ouvrant le micro, si c'est possible. Oui, mais je me suis déjà exprimé. On me redonne la parole. Très bien. Alors, excusez-moi. Vous voyez, c'est un peu la confusion. Voilà, donc je voulais simplement dire que j'allais... Très bien. Jean-Luc Benamias. Oui, j'ai essayé d'être rapide. Tu me couperas, Jérôme. Merci pour la note, hein, qui est évidemment critiquable, mais qui a le mérite d'exister. Bien, revenons à l'origine quand même de la Convention citoyenne, et je reviens à ce que tu as dit, sur ce que tu as dit, Géraud, tout à l'heure, sur l'absence des corps intermédiaires. L'origine de la Convention citoyenne, c'est, par notre gouvernement et notre président de la République, de ne plus reconnaître les corps intermédiaires, et donc de ne pas reconnaître le travail effectué depuis des dizaines d'années par le Conseil économique, social et environnemental, qui réunit en son sein, depuis maintenant quelques années, au-delà des corps intermédiaires de salariés, de patronat et d'agriculteurs, qui réunit maintenant plusieurs dizaines de militants des ONG diverses et variées, de militants environnementaux, et qui font un certain nombre de propositions. Alors, la complexité dans laquelle on s'est retrouvé au CESE, puisque j'en suis membre, c'est de dire, tiens, il y a la Convention citoyenne. D'ailleurs, ça a été rattrapé puisque toute la Convention citoyenne, en dehors des réunions par Zoom et par téléconférence, a été faite dans les locaux du CESE quand c'était possible et avec une coordination assez régulière avec le CESE. Je dis ça pour dire qu'à un moment donné, dire que les corps intermédiaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, n'ont pas fait de proposition, ça n'est pas vrai. Si vous regardez, ne serait-ce que le dernier avis du CESE en date de la semaine dernière sur la loi climat, alors qu'on ne la connaît pas encore totalement, c'est un avis circonstancié, travaillé, avec des propositions toujours en essayant d'être non pas dans le négatif, mais dans le propositionnel. Voilà, je voulais dire ça. Et je pense aussi, pour finir, je finis, Géraud, que ce qui vient de se passer avec le résultat du procès de l'affaire du siècle n'est pas un élément à ne pas noter, c'est-à-dire c'est un élément absolument central. Voilà, je ne voulais pas être plus long, je voulais dire ça, je ne suis pas le défenseur du CESE, je m'en fous, hein. J'en suis membre, j'en suis très content, mais clairement, on voit là-dedans, non, j'ai encore un mot, Convention citoyenne sur le climat, je pense que c'était très bien, ok, beaucoup joli travail et joli résultat pour l'instant. Convention citoyenne sur le vaccin, là on atteint le summum de la situation délicate dans laquelle on peut se trouver. Merci. Très bien. Guylaine Hierceau, puis on fera quelques commentaires. Oui, merci beaucoup. Merci à la Fabrique de permettre ce débat et à la Convention climat. Alors, très rapidement, je rappelle, comme ça a été dit par Dominique et d'autres, Dominique Rousseau et d'autres, effectivement, se rappeler quand même l'historique. C'est pas parce qu'on a quand même nous-mêmes quelques années qu'on aimerait qu'on reconnaisse ce qu'on a fait. C'est vrai qu'il y a quand même eu au niveau international, européen et national des débats, des conventions. Je rappelle le sommet du dialogue
à Rio, qui a préparé le document sur les ODD. Enfin bref, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais il y en a beaucoup. Je rappelle les débats qu'on a préparés pour la convention d'Aarhus. Enfin bon, tout ça existe. C'est vrai que l'aboutissement, aujourd'hui, on a été beaucoup peut-être trop dans la parole et pas assez dans la mise en œuvre. Mais enfin, en France, il y a eu la charte de l'environnement. L'Europe a quand même été pendant très longtemps quand même très active sur des sujets de régulation et tout ça. Bon, rien n'est parfait, mais comme ça a été très bien dit, je crois, par Dominique Rousseau aussi la Convention climat, et merci pour tout ce qui a été fait par les conventions, par tous ces citoyens et citoyennes, mais c'est la conjonction de facteurs justement qui permettent aussi de comprendre la situation. Et je rappelle le reproche, mais c'est toujours facile de faire des reproches quand on a un document, mais l'approche holistique ou l'approche globale manque un petit peu, mais ça c'est pas de la faute de la Convention, hein, puisqu'on a fait des exclusions. Et il n'y a pas cette approche globale qui ne permet pas de voir les interactions, pas toujours les interactions, les états d'indépendance. Et sans aller trop dans le détail, il y a des décisions, même dans les 149 ou 150, ce qu'on voudra, même si prises individuellement peuvent être intéressantes, si on les prend dans une approche plus globale, elles vont poser question. Je ne parle pas du sujet qui a été soulevé par une personne là, sur la publicité, mais il y en a plusieurs qui poseront question. Donc voilà, je n'ai pas regardé dans le détail le projet de loi. Je pense sur cette histoire de débat de démocratie, il y a effectivement des nombreux exemples. Je rappelle aussi que pour la PAC, il y a eu un débat qui a été moins sur le devant de la scène, alors qu'il pose autant de questionnements et nous interrogera pour le futur. Bon, j'aurais plein de choses à dire comme d'autres, mais j'arrête parce que je suis trop bavarde. Merci beaucoup. Merci, Hélène, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mélanie et à Dominique pour une ou deux réactions, qui ne sont pas obligés de réagir sur tout, évidemment. Moi-même, d'abord, je vais réagir sur 2 points. Sur le point des corps intermédiaires, qu'on soit clair, et peut-être que la note n'est pas du tout assez claire, d'ailleurs, dans sa rédaction sur ce sujet. Il y a eu, évidemment, intervention, proposition des corps intermédiaires, que ce soit par l'intermédiaire du CESE, etc. Ce qu'on trouve un peu dommage, c'est que certaines propositions, peut-être, ou certains débuts de propositions, auraient pu faire, dans un dispositif un peu articulé, l'objet de négociations entre les corps intermédiaires, ou en tout cas, l'objet d'une validation d'un certain nombre de corps intermédiaires, voire de précision. Et je pense que ça aurait peut-être pu enrichir les choses. Je crois qu'on a tort. Alors évidemment, je crois qu'il faut quand même distinguer assez nettement le fait que des corps intermédiaires, des syndicats, etc., fassent des propositions à la Convention, et le fait que sur la base d'un certain nombre d'idées de la Convention, il puisse y avoir une discussion entre eux pour savoir si, voilà, éventuellement les modalités, comment ça pourrait s'appliquer, etc. Et c'est peut-être cet élément-là, de peut-être que la note pour refléter la pensée du groupe de travail, si on peut la refléter sur ce point. Peut-être que la note, de ce point de vue-là, mérite une rédaction différente ou quelque chose de différent. Deuxième élément sur les vaccins, on en parle assez peu, je vous l'accorde. Je pense qu'il y a quand même un risque assez fort, si on continue comme ça, d'où je pense l'importance quand même de cette note, il y a un risque assez fort qu'au fil du temps, si on n'y prend pas garde et si on ne prend pas garde sur les modalités de cette convention, que de déception en déception, on arrive à tuer ce genre de formule. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a une convention vaccin qui a le mérite d'exister, mais enfin qui a été créée alors que la politique vaccinale est totalement décidée déjà, et dans une configuration où personnellement, je ne perçois pas encore très bien quelle sera exactement la portée de ce qu'ils pourront délibérer. Bon. Et donc, il faut faire attention, parce que je trouve, parce que on croit beaucoup, la note Le Monde, je pense, à ce type de formule, même si ensuite on peut discuter avec Dominique de savoir en articulation ou non avec la démocratie représentative, ça c'est une discussion importante, mais il faut faire attention, je pense, à ce que ce type de formule, au bout du compte et au bout d'un certain nombre de déceptions potentielles, n'arrive pas à montrer, à donner l'impression qu'elle a des limites, alors que ça devrait être, sur un certain nombre de sujets, la règle. Je vous donne un exemple, la presse, hier, on a fait un point de presse pour présenter la note, m'a posé la question, par exemple, de savoir sur quel sujet, par exemple, la convention, une nouvelle convention pourrait porter. Je pense, par exemple, que sur la biodiversité, une convention sur la biodiversité pourrait apporter énormément au débat. Bon, mais pour ça, il faut vraiment que ce processus ne s'affaiblisse pas en légitimité au fur et à mesure de conventions
qui, au bout du compte, ne serait simplement que n'en aurait que le nom et n'aurait pas de débouché précis. Alors, je passe la parole à Mélanie, puis à Dominique. Merci, Géraud. Moi, j'ai quelques points. Alors, je rebondis là sur cette histoire d'échange avec les corps intermédiaires. Il aurait fallu qu'on négocie avec eux. Le souci, c'est qu'on a manqué de temps. Moi, j'ai trouvé qu'on avait le week-end hyper chargé, 14 h le vendredi jusqu'au dimanche 16 h pour pouvoir rentrer chez nous. Et il y a des soirs, on finissait à 20 h, 22 h, 23 h. Donc, c'était vraiment hyper intense. Et je vois mal comment on aurait pu intégrer des temps de négociation avec des partenaires. Mais effectivement, ça aurait été un plus. Ensuite, pour M. Roger Machard, qui est déçu par le travail des 150 parce qu'il n'y a pas de prospective et on est trop dans le court terme. On a des mesures à long terme. La mesure des 110 que vous avez pris comme exemple, alors l'électrique, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le but ultime. Si tout le monde se displace en voiture électrique, ça ne marchera pas. Il manquera d'électricité, par exemple. Enfin, bon, c'est un grand sujet. On ne va pas refaire la convention. Surtout si c'est des grosses voitures, des tanks électriques, bref. Donc, nous, on a pris conscience de l'urgence climatique. Il y a des actions à mettre en place en urgence aujourd'hui. La mesure sur les 110, ça réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur autoroute. Donc, il y a des mesures à court terme et des mesures à long terme. Ensuite, ce soupçon d'arrière-pensée politique, nous, on a fait notre job, en fait. On nous a demandé de faire des propositions de mesures qui réduiraient de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale d'ici 2030. On a rendu un rapport. Alors, l'étude d'impact fine de réduction des gaz à effet de serre n'a pas été faite. Je pense que c'est encore une fois un problème de moyens parce qu'il faut des gens pour faire ça sur un temps plutôt long. Et donc, nous, on a eu une estimation, on n'a pas eu le vrai impact. Et qui plus est, étant donné la façon dont le gouvernement, au jour d'aujourd'hui, a repris les propositions de la Convention, effectivement, ça ne réduira pas de 40% les émissions parce que les mesures les plus impactantes, moi j'étais dans le groupe Se Déplacer, les mesures les plus impactantes sur les émissions de gaz à effet de serre ont été édulcorées, voire mises de côté. Donc effectivement, mais nous, on a fait ce qu'on nous a demandé sur le temps imparti. Effectivement, les membres de la Convention citoyenne n'ont rien inventé. Nous, on a auditionné plein de gens. On en est venu à la conclusion qu'on a faite. Les mesures qu'on a proposées sont interdépendantes, par exemple, entre le groupe Se Loger et le groupe Se Déplacer. Si on arrête d'artificialiser les sols, de construire des pavillons en banlieue, forcément, on aura moins besoin de voitures pour aller faire ses courses ou pour aller travailler. Donc, toutes nos propositions sont interdépendantes. C'est ce qu'on se tue à dire depuis le début. Moi, je l'ai dit au président de la République le 29 juin, quand il nous a reçus à l'Élysée. Donc, on ne peut pas dire que les mesures sont toutes dépendantes les unes des autres, qu'elles n'ont pas de rapport, ce n'est pas vrai. Après, donc la Convention, je disais, n'a rien inventé. Je pense que toutes ces mesures qui sont portées par des think tanks, des associations, des ONG depuis plusieurs années, ont été validées par cette assemblée consultative qu'est la Convention citoyenne pour le climat. Nous, on n'a aucun pouvoir d'imposer, à part le fait qu'aujourd'hui, on s'est monté en association, on est devenu un lobby, comme beaucoup, et du coup, on fait un peu du lobbying. La chose qu'a permis la Convention citoyenne pour le climat, c'est ce que disait Géraud et ce que dit la note, c'est que ça a permis de faire descendre dans la société le sujet du climat et que ce sujet du climat est resté à l'ordre du jour depuis un an parce que effectivement on a cette crise sanitaire, crise économique qui font que le climat aurait pu être mis de côté, mais tout est lié. Si on n'agit pas aujourd'hui pour réduire nos empreintes carbone, l'économie ne s'améliorera pas, la crise sanitaire ne s'améliorera pas, donc c'est un tout. Donc, voilà, au début, moi je disais au début, si le président reprend 10, 20 propositions de la Convention, je serais contente. Il en a repris 146 officiellement, bon, officieusement c'est une autre histoire. Mais, et après, on s'est dit, nous, avec beaucoup de membres de la Convention, si le débat descend dans la société, déjà, c'est hyper important parce que nous, on a pris conscience de l'urgence avec toutes les interventions, en l'occurrence Valérie Masson-Delmotte qui nous a fait une super explication à la première session. Il y en a beaucoup qui sont tombés de leur chaise, qui ont pris conscience de l'urgence parce que malgré ce que disent certains, il y a beaucoup des citoyens de la Convention qui s'en foutaient complètement du climat, de l'urgence, voilà.
Et l'information, la sensibilisation, la communication, c'est la base de tout. Il faudrait que chaque citoyen français et chaque citoyen, chaque terrien, en fait, soit informé de l'urgence climatique, de ce qui actuellement est déjà en place, enfin, les impacts actuels du réchauffement climatique, et que chacun agisse en âme et conscience. Merci. Merci beaucoup. Dominique. Oui, alors, deux, trois mots, sans vouloir rentrer donc dans le débat sur le contenu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Effectivement, vous avez raison, les propositions de la Convention ne sont pas innovantes, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. J'ai là sous les yeux la conférence des citoyens qui avait été organisée en 2002 et qui, sur le transport, l'habitat, le transport aérien, dit exactement la même chose que ce que la Convention de 2020 dit. Donc, malheureusement, on aurait pu attendre de la Convention qu'elle fasse des propositions qui n'avaient jamais été faites, qui soient innovantes. Or, non. Elle redit ce qui était déjà dit en 2002, et peut-être même moins, puisqu'en 2002, il prévoyait des sanctions. Il prévoyait la création d'un organisme supranational et indépendant avec un mécanisme de sanctions pour faire respecter les engagements. Et cette convention citoyenne de 2020, moi, ça m'a beaucoup rappelé, alors peut-être une déformation professionnelle, mais ça m'a beaucoup rappelé le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça m'a beaucoup rappelé le fonctionnement des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale, avec les députés qui sortent dans la salle des pas perdus, qui rencontrent des journalistes, qui discutent, et puis qui rencontrent les uns, les autres. Donc, l'ambiance était plutôt celle d'un fonctionnement de type parlementaire que d'une convention de citoyens. Bon, je mets ça pour l'instant à l'écart. Je voudrais revenir sur la question des intermédiaires, des corps intermédiaires. Là, je pense qu'il y a quand même une vraie question. Les conférences de citoyens, si on remonte très loin, parce qu'il y a un moment qu'on parle des conférences de citoyens, il y en a eu aux États-Unis, d'abord sur des problèmes médicaux, il y en a eu au Danemark, bon, bref. Ces conférences de citoyens ont immédiatement été prises en grippe, d'une part par les députés des parlements, et d'autre part par les syndicats et les associations qui disent, mais enfin, c'est nous. Donc, l'idée que des citoyens, j'aime pas cette expression, mais ordinaires, en bas, puissent intervenir à côté des citoyens élus par le peuple ou des citoyens représentants syndicaux ou représentants associatifs, on est là dans la représentation. Les représentants syndicaux, les représentants d'associations, les représentants élus. Et évidemment, les représentants, quelle que soit l'origine de leur représentation, sont toujours, disons, perplexes lorsqu'ils voient des citoyens qui n'ont aucune légitimité parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple, parce qu'ils n'ont pas un mandat syndical, ils n'ont pas un mandat associatif. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le processus de fabrication des lois? Je crois que c'est précisément cette nouveauté de permettre à ces citoyens sauvages, entre guillemets, sauvages au sens, non pas de Darmanin, sauvages au sens de Claude Lefort, de rentrer dans le processus de fabrication de la loi. En revanche, ce qui me paraît important, c'est que les corps intermédiaires, associations, ONG, syndicats, voient leur institution, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental, qu'il faudrait transformer. J'ai eu l'occasion d'en discuter et avec Delevoye et avec le président actuel, pour en faire une assemblée non pas consultative, mais une assemblée délibérative. Je considère aujourd'hui que le Conseil économique et social, sous un autre nom, disons la Chambre de la société civile organisée, puisse se voir reconnaître une
une compétence délibérative au même titre que l'Assemblée nationale et que le Sénat, et que cette chambre de la société civile organisée soit connectée avec les conventions des citoyens sauvages, entre guillemets. Il y a là, comment dire, un positionnement, un rapport de force politique. Est-ce que la société civile organisée va travailler avec la société civile inorganisée, ou bien est-ce que la société civile organisée va se mettre du côté de l'Assemblée nationale et du Sénat? Je pense qu'au niveau du processus institutionnel, hein, évidemment, de fabrication des lois, il y a là un enjeu d'une alliance que moi je souhaite entre la société civile organisée et la société civile inorganisée qui s'exprime au travers des conventions. Merci Dominique, merci beaucoup. Donc un deuxième jeu d'intervention vraiment rapide, puisque je vois que le temps tourne, dont Marc Darras. Bonjour à tous, merci Géraud. Moi, je voulais réagir, j'ai entendu dans la proposition, dans l'intervention de Dominique Rousseau, commencer par la notion d'élite. Et je me suis posé la question de quelle élite parlait-on? En fait, on parlait des intellectuels, il y a plusieurs élites, il faut y faire attention. Et après, je me suis posé la question, dans le fond, ces différentes assemblées, qu'est-ce qu'elles apportent à l'examen d'un problème, d'une question? Et ça, c'est basé sur leur culture, parce que je m'interroge depuis longtemps sur la culture des élus, par exemple vis-à-vis de problématiques très techniques, vis-à-vis de problèmes de mode de vie. Et donc, je me pose la question de savoir, dans le fond, dans notre processus de décision, s'il n'y a pas un apport différent, un regard différent, une perspective différente de ces différentes réunions. Et notamment, je pense que la conférence citoyenne a dû certainement beaucoup réfléchir en fonction des modes de vie réels et non pas en fonction de l'institution dans laquelle elles sont. Donc voilà une question que je me pose. Et puis deuxième chose, en termes de cadre, effectivement, peut-être que ça manque un peu du cadre biodiversité, crise d'inégalité, l'international, bref, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, un petit peu, d'une certaine manière. Et enfin, dans Démocratie continue, j'ai retrouvé le propos de Daniel Salnave qui vient de faire un petit essai qui s'appelle « Parole en haut, silence en bas ». Et j'ai trouvé ça intéressant de faire le lien. Voilà. Très bien, merci. Adam Forêt, puis Michel Simonin. Merci pour la parole et merci pour l'organisation de cette conférence très intéressante. Moi, j'ai vu récemment le documentaire de Naruna Kaplan de Macedo qui est sorti sur Arte. Je ne sais pas si vous l'avez vu au sujet justement de la Convention citoyenne, qui conclut sur un ton moyennement optimiste sur la politisation de la Convention citoyenne, sur le fait que les 150 finalement n'ont pas réussi à faire passer un message suffisamment ambitieux sur le fait, notamment sur le fait qu'il n'y ait pas de référendum sur toutes les questions qui ont été initialement traitées. J'y vois un certain parallèle avec ce que disait le professeur Rousseau quand il dit « ça me rappelle le fonctionnement de l'Assemblée nationale ». C'est effectivement l'impression qu'il y avait dans ce documentaire où on voyait les certains nombres de citoyens hésitants, se disant non, mais finalement, est-ce que c'est vraiment à nous? Est-ce que c'est peut-être pas le président de la République qui est davantage légitime à prendre cette décision? Professeur Rousseau disait que c'était une question ancienne. Je confirme, je suis un de ces étudiants de la Sorbonne d'une petite dizaine d'années. Effectivement, il nous racontait déjà son intérêt et son admiration pour ces questions-là. Ma question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire
pour qu'une telle convention soit plus ambitieuse, pour que le résultat ou la structure d'une telle convention soit plus ambitieuse et que les résultats soient plus forts. Merci beaucoup. Michel Simonin, puis Amélie Rouvin. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais intervenir parce que je n'ai pas entendu trop de réflexions sur les différences de position un petit peu systématiques qu'il peut y avoir entre des assemblées élues et puis on va dire des gens tirés au sort comme les 150. Alors sur le 110, ça apparaît assez nettement, hein, enfin, les élus, on ne leur demande pas. Si on demande un sondage aux gens comme ça, ils sont tous contre le 110 sur autoroute. Les élus n'en parlent pas. Mais si des gens tirés au sort, vous leur demandez de réfléchir honnêtement là-dessus, il y a une sorte d'unanimité pour être une limitation à 110. Puis ça me fait penser qu'il y a énormément de sujets comme ça. Si vous prenez la taxation du kérosène en avion, vous allez avoir le même résultat. Si vous prenez, je ne sais pas moi, le libre-échange, le CETA, etc., vous allez avoir le même résultat, ou bien même le référendum qu'il y avait eu sur l'Europe, qu'il y a des différences assez importantes entre des assemblées élues et puis on va dire des gens qui sont tirés au sort et puis se demander comment ça se fait. Effectivement, tout le problème va être d'articuler la démocratie représentative à cette différence-là, hein, quand on demande aux citoyens. C'est pour ça que c'est très intéressant, ces conférences de citoyens, parce que moi, je trouve que ça met en exergue le décalage qu'il peut y avoir entre des élites électives et puis les gens, quand on leur demande de réfléchir sur un sujet, hein, pas comme quand c'est un sondage. Hein. Le nombre de sujets comme ça, il est assez impressionnant. Hein. Du coup, c'est tout à fait salutaire de régénérer la démocratie en donnant du temps à des citoyens désintéressés comme ça. Mais je pense que c'est le fond du problème. Il y a un décalage sur énormément de sujets. Les élites, les assemblées représentatives vont toujours vouloir faire toujours plus compétitifs, toujours plus intégrés dans la mondialisation, toujours plus prendre l'avion, toujours plus. Tandis que les gens normaux, quand on les informe, c'est plus le cas. Du coup, toute la question, ça va être d'articuler, moi je pense que c'est très positif, hein, ces conférences de citoyens, mais comment articuler ça avec la représentation, en sachant qu'il y a un décalage à peu près systématique sur beaucoup de sujets. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Donc Amélie Rouvin, puis je donnerai la parole à Bettina Laville, qui, je crois, est disponible maintenant. Donc Amélie Rouvin. Merci beaucoup pour cette note, merci beaucoup pour cet atelier. La Convention, effectivement, le mérite d'exister et d'avoir mis en lumière ce sujet. J'entends bien que les thèmes ont été reliés pendant la Convention, mais je rejoins quand même Guylaine sur le côté mono-sujet. On n'est que sur le climat. Et l'idée étant dorénavant d'être dans une approche plus holistique des enjeux environnementaux et sociétaux. Ça a fait des petits, des émules, puisqu'il y a maintenant des conventions des entreprises pour le climat qui ont été lancées. Il y a 2 initiatives en parallèle, une de Engage et la deuxième d'Éric Duverger, qui viennent d'être lancées là, il y a un mois. Donc ça fait des émules pour les entreprises. Et puis, je voulais vous mentionner quelque chose qui ne se sait pas beaucoup, qui était à la précédente présidentielle, la primaire citoyenne. L'initiative de citoyens qui ont candidaté pour un candidat citoyen à la présidentielle. C'était le mouvement de la primaire citoyenne. Il y a eu énormément de candidatures. Les débats se sont faits en ligne et en physique, en présentiel. Et cette initiative a été assez peu médiatisée, assez peu reprise. Mais il y a eu une personne qui a été élue par les citoyens pour représentant à la présidentielle. Et puis, je m'interrogeais sur des initiatives inspirantes à l'étranger. J'ai commencé à voir que vous aviez mentionné l'Irlande. Je n'ai pas eu le temps de lire la note en entier, mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires, inspirantes, qui peuvent, j'imagine vous avez vu pour les recommandations, et quid du budget au regard des autres initiatives qui peuvent exister ailleurs, de ces 5 millions 4. Merci. Sur le point des conventions entreprises citoyennes, si Amélie, vous avez un petit bout de papier ou quelques éléments, on serait intéressé pour éventuellement compléter la note sur ce sujet. On n'avait pas ces infos. Hein. Bettina Laville.
Bonjour, écoute Jérôme, merci de me donner la parole. Je ne l'avais pas forcément demandé d'ailleurs. Je suis désolé, je suis désolé. J'avais fait quelques interventions, mais tu sais, moi, quand on me donne la parole, évidemment, je la prends. Mais non, moi, je voudrais faire quelques remarques. Je vous ai mis dans le chat, moi, ce sur quoi j'avais réagi à cette convention, qui est d'ailleurs assez proche hein, de la note sur la fabrique écologique. Moi, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que de toute façon, les mouvements d'influence des citoyens directement, c'est à cause en particulier des réseaux, etc. Aujourd'hui, une demande sociale a une réalité sociale est évidente et elle doit justement être non pas confisquée dans l'organisation, mais être institutionnellement organisée. Ça, je trouve ça extrêmement important. Le grand défaut de la Convention citoyenne, c'était, et je pense que les citoyens, les 150 ne se sont pas forcément rendus compte, parce que justement, ils ont été choisis, non pas comme certains d'entre nous, l'histoire de tout ça. La gouvernance était totalement biaisée. Et donc, bon, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui clochait dès le départ et qui a rendu les citoyens, qui du coup s'en sont pas mal tirés d'ailleurs, je trouve, et qui a rendu ça effectivement, comme il vient d'être dit, très politique. Donc, il doit y avoir un lieu. Alors, tout le monde a oublié l'affaire Joanneau qui avait dit « ce que vous êtes en train d'organiser n'est pas une vraie conférence de citoyens ». Elle avait totalement raison. Je pense que ce qu'elle proposait était quelque chose de trop fermé, mais elle ne pouvait pas faire autrement qu'avec les textes existants. Je trouve que ça, c'est à mettre sur la table et ça doit être organisé institutionnellement. Deuxièmement, moi, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Rousseau quand il dit que ça ne sert à rien que l'association, comment dirais-je, qu'il y ait des assemblées comme le Conseil économique et social qui restent uniquement consultatifs. Je rappelle que la proposition de Nicolas Hulot était justement une chambre délibérative là-dessus, en tout cas avec justement une part et un pont entre les propositions citoyennes d'un conseil du futur, ça s'appelait comme ça, par rapport à l'Assemblée nationale. C'était beaucoup plus intéressant et surtout, ça reflétait beaucoup plus les exigences sociales actuelles. Troisièmement, moi, ce sur quoi je suis inquiète, c'est la manière dont va se passer la discussion du projet de loi. Parce qu'effectivement, et le professeur Rousseau l'a aussi rappelé, il y a toutes sortes de députés de tous les bords, hein, pas simplement de ceux qui se sont exprimés visiblement, si j'ose dire, qui sont très hostiles à la Convention parce qu'ils se sentent dépossédés de leur fonction de représentation. Et ça rejoint la première chose que j'ai dite, c'est-à-dire que quelle est dans notre Constitution, alors il faut la changer, mais quelle est dans notre Constitution comment dirais-je, la fonction de représentation de gens qui n'ont pas de représentation institutionnelle. C'est ça le sujet. Et dans le projet de loi, vous allez voir, moi, d'après ce que je sais, ça va être très violent, parce qu'il y a des gens qui vont pratiquement refuser d'examiner, des gens même engagés dans l'environnement, qui vont presque refuser d'examiner certains articles parce qu'ils sont, comment dirais-je, contre le processus. Et ça, c'est un champ politique tout à fait nouveau. Et je pense que malgré toutes les réticences, j'en ai énormément sur la manière dont s'est déroulée la Convention, il va falloir que tous les gens engagés dans l'environnement aident, entre guillemets, les députés à passer outre, si vous voulez, parce que même si toutes les mesures ne sont pas très bonnes, s'il y en a qui ne vont pas assez loin, il faut de toute façon que la société avance très très vite sur toutes ces questions. Merci beaucoup. Alors, je vois leur tournée, donc ce que je vous propose, peut-être, c'est de passer à la deuxième partie. Donc, je vais vous présenter extrêmement rapidement les trois propositions. Je demanderai à Mélanie et à Dominique de réagir et en réagissant, peut-être de répondre à un ou deux des points qui viennent d'être évoqués, qui, je pense, on glisse progressivement vers l'avenir, ce qui est tout à fait une bonne chose. Et puis ensuite, je redonnerai la parole à ceux qui l'ont demandé, en leur demandant évidemment que leur intervention soit plutôt tournée sur les propositions. Voilà, alors je vous les rappelle très rapidement les propositions.
La première proposition est de fixer clairement le rôle, le statut et la portée des propositions faites par les conventions ou assemblées citoyennes. On a vraiment la conviction au sein du groupe de travail qu'il faut lever l'histoire du sans filtre, préciser l'histoire du sans filtre. Et donc, nous, on propose que dans le cadre de ces conventions citoyennes, il y a 2 règles impératives qui soient fixées, non pas une application directe, qui, on le voit bien, n'est pas tenable, mais 2 règles. La première règle, c'est un délibéré direct sur les propositions faites. Et donc, en l'occurrence, ça aurait impliqué qu'il y ait un délibéré direct sur les propositions de la Convention par l'Assemblée nationale et le Sénat, par exemple, ce qui aurait été un peu différent de ce qu'aujourd'hui où il y a un projet de loi gouvernemental. Donc ça, dans notre esprit, ça pourrait être une première règle. Et la deuxième règle serait que si l'Assemblée nationale ou le Sénat ou toute autre autorité en charge de ces questions, de décider, refuse la proposition, qu'elle soit obligée, dans un délai donné, de faire une proposition de portée équivalente. Ce qui nous permettrait, à notre avis, de lever le sans filtre. Ce qui est important de voir, c'est que ces idées-là s'appliquent non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Dans les conventions citoyennes locales, où on voit bien qu'il faut là aussi que les choses soient assez précisément dites sur à quoi servent ces conventions pour qu'elles puissent jouer tout leur rôle. Et donc, l'idée, ce serait que les propositions faites dans le cadre d'une convention locale soient discutées directement par l'Assemblée délibérative, par exemple le conseil municipal. Et que si le conseil municipal considère que telle proposition n'est pas adaptée, à ce moment-là, il aurait pour mission de proposer une alternative équivalente dans un délai donné. Donc voilà la première proposition qui permettrait, à notre avis, de lever le problème du sans filtre, en tout cas de contribuer à le lever. La deuxième proposition, c'est une charte de réussite des conventions citoyennes. Il nous semble à la réflexion, ça s'est vu dans tout le long de la note, qu'il y a toute une série d'éléments qu'il faut impérativement respecter si on veut que ce soit réussi, ne cesse que d'ailleurs que la création d'une convention ne soit pas trop tardive par rapport à la politique suivie. Bon, il y a toute une série de choses, je ne vais pas reprendre dans la note, mais tout ça est dans la note. Et donc, on propose que l'ensemble des parties prenantes et des citoyens se mettent d'accord sur une charte de réussite qui serait les 7 ou 8 points importants pour que les conventions réussissent au mieux. On en cite certains, on pourrait évidemment en ajouter d'autres. Troisième point, c'est nous pensons qu'il faudrait élargir les pouvoirs d'initiative pour organiser une convention citoyenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou local, c'est en fait l'exécutif qui a la maîtrise de ce genre de formule. Nous, on propose que ça puisse être proposé ou décidé soit sur la base de décisions d'un certain nombre de parlementaires, soit sur la base de pétitions citoyennes, mais naturellement, parce que nous, on essaie de faire du concret, il faut faire du concret en l'occurrence et bien voir les garde-fous, on souhaite que ce dispositif soit encadré, non pas encadré comme aujourd'hui le référendum d'initiative populaire au point qu'il ne sert à rien, mais encadré de telle façon, c'est ça qui nous paraît le principal risque, que dans le champ politique, une telle initiative ne soit pas utilisée dans un sens ou dans un autre, mais pour respecter simplement le travail des citoyens. Or, on voit bien que dans certaines configurations, on voit bien qu'une initiative comme ça pourrait servir de torpille politique, soit à l'opposition pour torpiller la majorité, soit de la majorité pour contrer l'opposition, etc., etc. Et donc, il nous semble qu'il faut qu'il y ait des garde-fous suffisants pour que ce type d'initiative puisse être proposé soit par le parlementaire, par les citoyens, mais dans des conditions qui permettent aux citoyens de faire un travail en toute sérénité, non biaisé, non orienté, et donc avec un certain nombre de garanties sur l'encadrement de ces initiatives. Donc voilà les 3 propositions, évidemment, qui sont là pour faire réagir, et c'est l'objet de cette discussion. Donc je vais passer la parole. Je vais commencer peut-être cette fois-ci par Dominique, et puis ensuite Mélanie. Merci. Oui, peut-être en profiter pour revenir sur la dernière question qui a été posée et qui renvoie à une question plus générale sur la légitimité. Quelles sont les institutions légitimes pour prendre une décision, pour définir une politique publique ou une loi? Alors, il y a un article dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui est l'article 6. Et l'article 6, il dit « Tous les citoyens ont le droit de participer personnellement
ou par leurs représentants à la fabrication de la volonté générale. Autrement dit, dans le texte qu'on considère comme l'identité constitutionnelle de la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, il y a cet article 6 qui dit donc tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement. Or, ce personnellement, il a été oublié depuis 1789. Et on ne retient que par leurs représentants. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire vivre, de revitaliser, de faire vivre ce personnellement de l'article 6 qui a été oublié. Alors, ça pose un problème. J'ai vu les questions qui étaient posées. Quand je dis ça va au-delà de la forme représentative de la démocratie. Jusqu'à présent, on considère synonyme légitimité électorale et légitimité démocratique. Et on confond les deux. La légitimité électorale n'est pas une légitimité démocratique. C'est une légitimité qui vient de l'élection. Mais ça ne produit pas nécessairement la démocratie. Ça peut produire Hitler, ça peut produire Pinochet, ça peut produire Orban, ça peut produire Poutine. L'élection ne produit pas la démocratie. Et ce à quoi on assiste actuellement, c'est une question justement de la légitimité. Jusqu'à présent, on a eu une légitimité qui se définissait par l'origine. Dieu. Les décisions viennent de Dieu, donc c'est bien. Bon, admettons que Dieu n'existe pas, c'est quand même possible. Bon, donc l'autre source, c'est le peuple. La décision est bien parce que sa source, c'est le peuple. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une autre forme de légitimité, qui n'est pas une légitimité qui vient de la source, mais qui vient de ce que j'appelle la procédure. C'est-à-dire la légitimité d'une décision vient de la qualité de la procédure par laquelle elle a été prise. Et je pense que nos sociétés, les citoyens, sont beaucoup plus attachés au mode de production d'une décision, impartial, objectif, contradictoire, documenté, informé, etc., qu'à une légitimité qui trouverait sa force dans son origine. Et c'est ce qui fait, je crois, la légitimité justement des conventions. Je crois que les conventionnels n'ont pas à s'interroger sur leur légitimité. Elles sont légitimes parce qu'elles renvoient à un mode de fabrication de la loi qui est légitimé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, qui donne droit aux citoyens personnellement de participer à la fabrication de la loi. Donc là, il y a un enjeu très fort, je dirais presque une révolution dans nos mentalités, puisque jusqu'à présent, pour nous, seules les institutions qui sont issues du suffrage universel sont légitimes à décider. Eh bien non. Les institutions qui mettent en place une procédure de fabrication de la loi sont aussi légitimes que les autres à participer à la loi. Ce que je dis là n'est pas très original. On trouve ça chez Habermas, on trouve ça chez Claude Lefort, on trouve ça chez un certain nombre de sociologues ou de philosophes ou même de juristes qui mettent en avant ce passage d'une légitimité par la source, je pense aussi à Rosan-Ballon par exemple, à une légitimité par le mode de production. Sur les propositions que vous avez rappelées, moi je suis assez d'accord sur cette idée que, alors je suis assez d'accord, est-ce que les conventions de citoyens sont articulées, comme vous avez dit au début, avec la forme représentative de la démocratie? Si elles sont articulées, les conventions de citoyens n'ont qu'un rôle de proposition. Et ce qu'on peut inscrire dans la Constitution, c'est l'obligation pour les assemblées de délibérer sur ce qui sortira des conventions de citoyens, avec l'obligation pour les assemblées de délibérer, de discuter et de voter sur ce qui sera sorti des conventions de citoyens. Et dans l'hypothèse où elles ne le feraient pas, d'autres procédures peuvent être imaginées, comme par exemple la réunion de ce que j'appelle des assemblées primaires de citoyens, ou bien l'intervention du Conseil économique et social qui aurait voix délibérative. Et je vous rappelle que ça, c'est
ça paraît extraordinaire de dire ça, mais enfin, Mendès le disait dans son bouquin, Mendès France le disait dans son bouquin en 1962, qui s'appelle La République moderne, où il proposait de donner une voix délibérative à cette assemblée. Donc, oui, je serais très, très favorable à cette proposition, dès lors qu'on est dans l'articulation. Si on est dans une position, je dirais, radicale, on pourrait donner le pouvoir de décision aux conventions de citoyens. Hein, bon, mais restons calmes, soyons prudents, on peut y aller par étapes en disant on envoie ça à ceux qui ont encore la légitimité qui vient de l'élection. Ce qui me paraît important dans les futures organisations, c'est de bien distinguer le comité d'organisation et le comité de pilotage. Et que les délibérations de la Convention se fassent à huis clos et non pas dans la salle des pas perdus. Ça me paraît important pour la qualité du débat citoyen. Vous savez, il y a un très beau film, c'est 12 hommes en colère. Hein, 12 hommes en colère, où on voit justement les jurés qui délibèrent à huis clos. Et cette délibération à huis clos va faire changer les opinions à partir des discours qui sont entendus. Et je pense que pour les conférences de citoyens, pour éviter justement de recopier le modèle de l'Assemblée nationale, il y a cette exigence de huis clos pour délibérer. Les auditions sont publiques, mais la délibération des citoyens, elle, doit rester à huis clos. Je pense aussi que le nombre 150, non, enfin, personnellement, 150 c'est beaucoup trop parce que ça aboutit à faire, on a vu des sous-groupes. La transversalité a été faite au début, puis abandonnée. Enfin bon, et en fait, vous avez eu des mini ou des sous-commissions qui ont créé leur propre dynamique de groupe. Et les autres groupes, Habitat, Loger, etc., ont d'une certaine manière validé ce qui se faisait dans les autres groupes. Je pense que là encore, on cherche la représentativité au sens électoral du terme. Mais dans les travaux que j'ai pu faire sur les questions de représentativité, à une vingtaine, on peut avoir une représentativité. Et on peut avoir une vraie dynamique de groupe partagée. Alors que là, à 150, non, on retrouve les commissions parlementaires et sont composées de 100 à 150 députés. Donc, je pense qu'il faudrait discuter la question du nombre. Je pense qu'il faudrait discuter de la question du caractère public des débats ou non. Je pense qu'il faudrait réfléchir aussi sur le programme de formation. Qui définit le programme de formation? Qui le définit? Parce que dans ce qu'on a vu là, il y a eu des interventions d'experts, mais tous les experts n'avaient pas le même temps de parole. Tous les experts, il n'y avait pas le même nombre de temps pour le jeu des réponses et questions. Et puis après, il y avait des experts qu'on voyait dans les couloirs et qui restaient pour voir certains conventionnels. Donc, je pense qu'il est très important de bien distinguer donc comité d'organisation, comité de pilotage, ne pas mettre de comité de légistique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, c'est les citoyens qui doivent rédiger eux-mêmes avec leur vocabulaire. Ben oui, ça ne sera peut-être pas le vocabulaire d'un professeur de droit, non, mais ça on s'en fout. C'est le vocabulaire des citoyens qui vont rédiger leurs propositions. Donc, je crois que, et je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de participer à un groupe en 2006, 2007 et 2008. On a travaillé sur la mise en forme de ce qu'on appelait déjà en 2007 des conventions de citoyens. C'est un groupe qui était présidé par Jacques Testard, avec Michel Callon et Marie-Angèle Hermite, et moi-même comme juriste.
Et si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Comme j'étais le juriste de ce groupe de travail, on a travaillé pendant 2 ans et demi. Il y avait Florence Jacquemot aussi qui était dans ce groupe. On a travaillé pendant 2 ans et demi, on a remis un rapport et on m'avait demandé de rédiger une proposition de loi organique. Ce que j'ai fait, évidemment, et qui a été envoyé au président du Conseil économique et social et environnemental de l'époque, qui était Delevoye. Là, on distingue bien le comité d'organisation, comment il est composé, le comité de pilotage, etc. Si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour la soumettre au débat, je peux vous la faire parvenir après la réunion. Merci beaucoup. Au contraire, ce sera très utile. Vous avez bien vu que les différents points abordés sont très largement dans la note, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Le débat que nous ne tranchons, mais c'est vrai que c'est des points qui, par exemple, nous distinguent de la Convention irlandaise, hein, très clairement, sur un certain nombre des points que vous avez cités, d'organisation. Et c'est vrai que, alors ce que nous ne tranchons pas dans la note pour le moment, c'est l'histoire de est-ce qu'il faut que ce soit public ou non. Mais en tout cas, sur d'autres points, je crois que la note, vous retrouvez un certain nombre de ces points cités dans la note. Mélanie. Alors, à moi, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Donc, cette idée de soumettre directement les propositions de la Convention au Parlement sans passer par le filtre du gouvernement. Bon, nous, au début, le président nous a dit « je transmettrai sans filtre au Parlement ». Quand il est venu au mois de janvier, on a bien compris que c'était le premier filtre. Le premier filtre, c'était lui. Le deuxième, c'était le gouvernement et qu'après, il y aurait le Parlement. Donc, on n'était pas dupes. Peut-être que si nos propositions avaient été transmises directement à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, ça aurait été encore plus édulcoré et des têtes coupées et tout le bazar. Donc, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste, hein, mais je me pose la question de est-ce que ce n'est pas mieux que ce soit passé par le filtre du gouvernement. On ne peut pas savoir puisque c'est fait, c'est fini, on ne va pas revenir en arrière. Pour revenir, le comité légistique, Dominique Rousseau dit l'intérêt. Alors nous, le président nous a bien expliqué quand il est venu au mois de janvier que pour transmettre nos propositions sans filtre, il fallait que ce soit rédigé correctement que ce soit des lois. Bah, nous, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, on a eu le comité légistique qui nous a aidés. Je peux intervenir juste sur ce point, si vous permettez. Rapidement, je peux intervenir très rapidement. Justement, ce que demandait le président, c'est que ça soit rédigé avec les mots à lui, Emmanuel Macron. Or, ce que le président doit entendre, c'est les mots des citoyens. Ce n'est pas les mots des citoyens rédigés sous forme de l'énarchie. Hein. Il y a un très beau film qui s'appelle Nous le peuple. Il y a un très beau film qui s'appelle Nous le peuple, où on a donné à un groupe de prisonniers, à un groupe de femmes, à un groupe de lycéens, la responsabilité de rédiger une constitution. Ils l'avaient rédigée. Ils ont demandé à être reçus par la présidente de la commission des lois, qui a refusé de les recevoir parce que c'était écrit, disait-elle, n'importe comment. Évidemment, c'était écrit avec leurs mots à eux, qu'elle ne comprenait pas. Et je pense que c'est très important que le vocabulaire des citoyens rentre dans le champ de production de la norme. Donc, il n'y a pas à passer par le filtre du vocabulaire de l'ENA. Merci Dominique. On va laisser Mélanie poursuivre. Hein. Mélanie. Donc, je remonte. 150 citoyens. Vous dites que c'est trop, Dominique. Certains nous ont dit que ce n'était pas assez, qu'on n'était pas représentatif parce qu'on n'était que 150. Bon, bah, c'est comme ça. Personne n'est d'accord pour le coup. Ensuite, les commissions des groupes de travail ont été créés. Effectivement, on n'a pas travaillé en silo parce que les groupes de travail travaillaient sur des propositions. Ensuite, on a rencontré les autres groupes qui amendaient, ça revenait, ça repartait. On a partagé à 150. Moi, je trouve qu'on a eu quand même un gros mélange de nos propositions entre les groupes. Ensuite, en inter, pendant les pauses, les repas de midi, les soirées à l'hôtel où on passait en fait 36, 48, plus de 48 heures ensemble à chaque fois. On a échangé et on n'a pas travaillé en silo. La différence entre les élus et les citoyens, en fait, les citoyens travaillent tout seuls, chacun, à 150, mais chacun. Les élus, moi, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous des collaborateurs qui leur faisaient des notes. Moi, j'ai personne qui me fait mes notes. C'est moi qui bosse toute seule. Je me fais mes PowerPoint toute seule. Alors, ils sont très moches. Mais comme m'a dit un collègue de la Convention, il m'a dit, quand tu seras payé pour faire les PowerPoint, tu t'essaieras d'avoir des PowerPoint jolis. Ensuite, la différence entre les élus et les citoyens, c'est la diversité.
Nous, on a, alors le panel d'âge, c'est entre 16 ans et 80 ans. Autant d'hommes que de femmes, enfin non, un peu plus de femmes que d'hommes, donc c'est assez rare au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je pense que personne ne me contredira. L'âge, c'est pareil. L'élu, c'est plutôt un homme blanc, 50 ans, bac plus 5, voire plus. Nous, on était beaucoup plus diversifiés pour le coup. Le budget de la France, effectivement, le budget de la Convention de la France était plus élevé. En Angleterre, par exemple, c'était 590 000 €. Mais il faut savoir que ça a été financé par des fondations privées avec une aide du Parlement, de l'argent du Parlement anglais. Donc, c'est différent. Nous, c'est vraiment l'État qui a tout financé. La mesure des 110, je reviens sur des questions de tout à l'heure. Alors, nous, on a évolué au début. Quand on nous a proposé cette mesure à 110, c'était la deuxième session de la Convention citoyenne. Dans le groupe Se Déplacer, on est 30. On est tous montés vent debout sur ce truc. On a dit à la personne qui l'a présenté, mais ça passera jamais. Nous, on ne veut pas rouler à 110, on veut continuer à rouler à 130. On a étudié le truc, on s'est rendu compte que ça avait un impact, et nous, ce qu'on nous a demandé, c'est des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pas pour compenser d'ailleurs, hein, soit dit en passant, c'est un truc que j'ai porté tout le temps. On nous a demandé de réduire. Réduire, c'est pas compenser, ça ne veut pas dire la même chose. Donc en passant, on n'a pas parlé de la biodiversité, parce que la biodiversité, bon, c'est important, mais c'est de la compensation. Moi, j'ai une formation mathématique, et quand on me dit tu réduis, je ne compense pas. Voilà, bref. Donc cette histoire, donc la mesure des 110 à 30, on est parti contre, on est arrivé pour. Ensuite, on l'a expliqué aux 150 autres qui au début étaient contre, et une fois qu'ils ont eu les bons éléments, ils se sont rendus compte que ça avait un impact et qu'effectivement, nous, c'est notre job, on a demandé des mesures pour réduire. Et puis après, dans la population, au tout début, je pense que 90% de la population était contre, enfin des gens qui avaient eu écho de ce truc, tout le monde était contre. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on expliquait, les gens comprenaient. Donc, voilà. Et ensuite, cette mesure a été écartée par le président, mais libre à chacun de rouler à 110 km/h sur autoroute, même avec un diesel ou une essence. Hein. On a le droit de rouler à 110. 130, c'est maximum. C'est-à-dire qu'on a le droit de rouler moins vite. On n'a pas le droit de rouler en dessous de 90, mais bref. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une convention soit plus ambitieuse et les résultats plus forts? Je leur dis, je l'ai dit tout à l'heure, faut que le gouvernement applique les mesures qui sont proposées. Au final, nous, effectivement, il paraît que nos mesures ne réduisent pas de 40% les émissions de gaz à effet de serre, mais étant donné que personne n'a fait l'étude d'impact sur le CO2, on ne le saura jamais. Moi, j'ai demandé au Shift Project à Carbon 4 si c'était possible. Ils m'ont dit, mais c'est très, très long, il faut beaucoup de gens pour le faire. Il aurait fallu que le gouvernement demande plus tôt, même au Conseil pour le climat. Ce n'est pas un truc qui se fait en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est très long. Ça n'a pas été fait, donc on ne saura pas quel est l'impact, mais toujours est-il que nous, on nous a demandé de faire des mesures pour réduire de moins 40% les émissions. L'Europe, aujourd'hui, a voté pour réduire de 55%, donc de toute façon, va falloir s'activer sérieusement et puis appliquer. Alors, les mesures qui n'ont pas été appliquées aujourd'hui, moi, je garde bon espoir. Peut-être que l'année prochaine, je ne sais pas, le projet de loi de finances 2022, où là, on aura le bonus-balus CO2, on aura le malus au poids, je ne sais pas, on verra. Il faut garder espoir, il faut continuer. Et puis, comme je dis souvent, c'est un travail de fourmi, informer, sensibiliser, parler de la participation citoyenne, parce que c'est important que les citoyens s'investissent. Après, les élus sont aussi des citoyens à la base. Moi, je suis devenue élue suite à la Convention citoyenne. Je me suis mise, comme beaucoup de mes concitoyens de la Convention citoyenne, je me suis plus intéressée à la politique. Avant, j'allais voter, voilà. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à la politique. La preuve, j'ai été élue et puis là, j'ai signé un appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire parce que je m'intéresse, j'aimerais que les mesures de la Convention citoyenne puissent être portées au niveau régional du Pays de la Loire. Donc voilà, et je sais qu'il y a un des citoyens qui ne votait plus du tout, lui. Il était complètement dégoûté par la politique et ça se pourrait bien qu'il soit candidat pour les régionales. Donc, la Convention citoyenne, ça retourne un peu le cerveau, en fait. Et alors, certains pensent que les membres de la Convention citoyenne sont des
sont des rivaux par rapport aux élus, qu'on est là pour prendre la place des élus, c'est pas le but. Au contraire, ça a permis à beaucoup de gens de recommencer à voter, de s'intéresser à la politique. Et moi, je trouve que c'est un plus, justement, que les gens s'intéressent plus à la politique aujourd'hui, parce que c'est intéressant, la vie de la cité, la vie de la France, la vie de chacun. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous redonne la parole, Pauline Bureau, puis Jean-Luc Benamias, si d'autres, et puis Adam Forêt, en demandant d'être très court. Si d'autres veulent intervenir, qu'ils le disent tout de suite, parce que le temps qui reste est limité. Et donc, mettez-vous sur le chat, je vous rappelle, vous mettez intervention demandée, et je vous donnerai la parole. Alors, on commence par Pauline Bureau. Oui, bonjour. Donc, je voulais intervenir sur la question ce qui doit être public, ce qui doit être huis clos. Et pour moi, autant si les délibérations doivent en effet être huis clos, j'ai le sentiment que la partie formation des citoyens qui participent à la Convention citoyenne devrait en quelque sorte être rendue publique ou tout du moins accessible à l'ensemble de la population par quelque moyen qu'il soit, parce que j'ai le sentiment qu'en fait, ça limite la représentativité de la Convention citoyenne, parce que ça crée une forme de comité de mini-experts en quelque sorte, parce qu'ils bénéficient de cette formation certes brève, mais qui dans la tête du politique a quand même un impact, parce qu'elle fait de ces citoyens de la Convention des mini-experts qui seraient donc du coup pas tant représentants que ça du reste de la population qui n'est pas conscientisée aux enjeux climatiques. Donc pour moi, pour augmenter le potentiel de la Convention citoyenne à représenter l'ensemble des citoyens, il faudrait que la partie formation soit davantage accessible, pour que les propositions formulées auraient pu être proposées par n'importe quel citoyen qui aurait eu les informations en fait. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, je demande à ceux qui interviennent une deuxième fois, en particulier, de faire un effort de concision toujours très compliqué, mais qu'ils sauront faire remarquablement, en particulier Jean-Luc Benamias. Merci. Je vais essayer encore une fois d'être plus court. Bien, sur les propositions. Je ne suis pas le représentant du CESE français. Je suis membre, je ne suis pas le représentant. Mais clairement, essayez de regarder par rapport à ces propositions ce qui est déjà acté par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quel est le rôle aujourd'hui du CESE, qui va être le nouveau CESE à partir de mai prochain. Et dans ce cadre-là, les pétitions citoyennes, c'est bien au CESE, ce sera au CESE de s'en préoccuper et de s'en occuper. Et le rôle des conventions citoyennes, des futures conventions citoyennes, c'est aussi noté par rapport à cela. Alors, je sais que ça pose des problèmes à nos camarades parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mélanie l'a un peu rappelé, c'est-à-dire que c'est sur les complexités qui existent par rapport à ça, ou Dominique Rousseau d'ailleurs. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Bettina ou Dominique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce CESE, et je n'oublie pas à ce niveau-là les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, s'il doit s'agir à quelque chose, on peut passer à un moment donné, mais c'est plus tard, c'est pas dans la loi, à des choses plus délibératives. Voilà, j'ai terminé. Merci. Adam Forêt. Merci beaucoup. En prenant un peu de distance, vous, Madame Conny, vous dites on nous a demandé de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a fini par comprendre que 110 km/h, c'est la bonne solution parce que ça va réduire, etc. Moi, je pense que si on s'éloigne un peu de la question de la Convention du climat, si on s'éloigne du débat d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment cette dynamique où des citoyens qui, responsabilisés, se rendent compte de choses qui initialement non seulement ne les intéressaient pas, mais en plus les rebutaient, et finalement non seulement ils prennent conscience de ces choses, mais en plus ils sont insurgés au moment où le Parlement ne veut pas directement mettre en œuvre leurs pensées. Ma question, comment faire pour une prise de conscience comme ça, parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer, la Convention citoyenne pour le climat n'a pas intéressé tant de monde que ça, et que bien que si vous finalement, vous à 150, vous avez été sensibilisé à cette question, c'est fantastique, et vous devenez des porte-parole de la question climatique auprès de la population, tant mieux. Si on en parle
tant mieux, mais comment faire pour que la population entière soit davantage sensibilisée sur ces questions? Merci. Merci. Sylvain Rotillon, lui demandant d'être bref. Oui, c'est une remarque très générale sur qu'est-ce que... Gilles Rotillon, pardon. C'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est une réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle une proposition concrète. Parce qu'on affiche des propositions, alors par exemple les 110 km/h, c'est une proposition. Est-ce qu'elle est vraiment concrète tant qu'on n'a pas pensé les conditions politiques qui feraient qu'elle serait vraiment mise en avant? Et très souvent, les propositions restent dans la nature, comme ça. Alors évidemment, c'est concret. On peut dire effectivement qu'on a dit quelque chose qui pouvait être fait. Mais si on n'a pas réfléchi à quelles étaient les conditions pour que ce soit fait, bah, ce n'est pas concret en réalité. Et la deuxième chose, c'est que si on veut que ce soit vraiment concret, il faut aussi mettre en place les instruments du contrôle de l'efficacité de ces propositions. Sinon, ça ne sert à rien. Si on ne met pas des contrôleurs pour vérifier que les émissions baissent, par exemple, ou des systèmes de mesures, quels qu'ils soient, pour vérifier le niveau des émissions, bah, on peut toujours, après, évidemment, on dit, bah oui, bon, on ne sait pas si ça va baisser, et à la limite, tout le monde s'en fiche. Bah non, si on veut baisser les émissions, il faut contrôler qu'elles baissent. Sinon, ce n'est pas concret du tout. Donc, on aura fait 150 propositions dont on n'aura jamais vérifié l'efficacité. Merci beaucoup. Je dois dire, je partage totalement ce point de vue. Et une des missions qu'on s'est donnée à la Fabrique écologique, c'est bien quand il y a des propositions, qu'on réfléchisse un tout petit peu aux modalités de mise en œuvre. Parce qu'on peut toujours inventer 25 000 propositions. Si les modalités de mise en œuvre sont infaisables, on n'y arrivera pas. Raymond Zaharia. Merci de me redonner la parole. Je reviendrai, si j'ai le temps, sur l'importance des questions de procédure que vous venez de souligner après Dominique Rousseau. On vous entend très mal, hein, si vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro. Je me rapproche, vous m'entendez mieux là? Oui, ça va un peu mieux. Voilà, donc je voudrais faire une proposition concernant le juste besoin. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait promouvoir pour réussir la transition, à réduire les émissions, c'est une économie du juste besoin qui est à peu près à l'opposé de l'économie actuelle qui favorise de formidables gaspillages tant dans la production que dans la consommation. Je parle d'un usage moins maladroit des ressources disponibles. Par exemple, dans le cas de la cogénération, de chaleur à l'électricité, faire avec un mètre cube de gaz ou une tonne de biomasse, la même chose qu'avec deux. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je n'insiste pas, mais je voudrais lancer cette expression de économie du juste besoin, qui est à l'inverse de l'économie de domination de la politique de l'offre, du marketing et de la publicité, c'est-à-dire du gaspillage. Ensuite, très bien. Je voudrais juste souligner que dans les accords de Paris, 2/3 des mesures dépendent de la puissance publique. Il n'y a aucune chance que la libre concurrence et la libre entreprise produisent l'allocation optimale de ressources dont on a besoin. Donc, ça fait pour le renforcement de certains services publics pour produire les connaissances en toute indépendance dont on a besoin pour gérer la transition. Et enfin, sur la question des procédures, malgré toutes les insuffisances qui ont été mentionnées pour le déroulement de la Convention, on a quand même une démonstration éclatante de l'efficacité de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ça a marché, ça aurait pu beaucoup mieux marcher, en particulier si quand les groupes de travail sont inévitables à 150, on s'était préoccupé de gérer les interfaces entre les groupes de travail. Il est arrivé que deux groupes de travail différents se saisissent de la même question et que ça puisse créer des questions de rivalité, le cas échéant, entre des propositions qui auraient pu converger. Merci de m'avoir donné la parole, c'est un privilège d'avoir participé à cette réunion. Merci beaucoup. Donc, si je ne frustre personne, puisque je vois qu'il n'y a plus de demande d'intervention, je vais passer la parole à nos deux grands témoins pour une petite conclusion. Et moi-même, je ferai aussi une conclusion, bien entendu. On va peut-être à nouveau inverser l'ordre cette fois-ci et commencer par Mélanie. Peut-être que la conclusion pourrait porter pour l'un et pour l'autre sur cette base-là, avec toutes les corrections, les interrogations qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui vous paraît le point ou les deux points qui vous paraît importants pour l'avenir, pour le succès de ce type de processus? Mélanie. Bonne question. Moi, je continue à penser que l'essentiel pour sensibiliser tout le monde, c'est la communication, l'information. Et je pense que cette convention aurait eu encore plus d'impact si on avait
plus communiquer. Alors, on nous dit qu'il faut être à huis clos, tout ça, mais je suis persuadée qu'en tant que citoyen tiré au sort, même si certains disent qu'on n'a pas de légitimité, qu'on ne représente personne, moi, je représente une femme de 48 ans avec 3 enfants qui habite en milieu rural. Voilà, qui est obligée de prendre sa voiture pour se déplacer parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se déplacer par chez moi. Donc, si on moi, je pense qu'il faut qu'on permette à chacun d'accéder à nos travaux. Hein, c'est le cas sur le site de la Convention citoyenne pour le climat. Les formations qu'on a eues au tout début sont toutes accessibles, elles ont été filmées, donc chacun peut les regarder et peut s'informer, avoir le même socle d'informations et de formation que les 150 de la Convention. Comment sensibiliser tout le monde? Nous, on a des mesures dans les propositions de la Convention citoyenne parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'information qui nous a donné la claque et qui nous a donné envie d'agir et de faire des propositions impactantes. Donc, on a des propositions sur la communication, la sensibilisation, une journée de formation climat pour chaque personne, chaque Français, je ne sais pas, sur formation en entreprise, tout ça, c'est la base, c'est la communication, la sensibilisation et l'information. On ne peut pas agir si on n'a pas conscience, si on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Ensuite, pour conclure, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir répondre, mais qui a lu le rapport de la Convention citoyenne pour le climat et qui a pris connaissance de nos 149 propositions, des propositions sur la modification de l'article 1 de la Constitution, ou sur la charte qui a été repoussée par le président, ou sur les mesures qu'on préconise, enfin ce n'est pas des mesures, mais les idées qu'on a données, ou trouver de l'argent pour financer toutes ces mesures. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a le temps de faire lever la main aux gens pour savoir sur... Et pas surtout si on pourrait les voir tous ensemble sur 4 écrans différents. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, je vous ai mis les liens au fur et à mesure dans le chat. Vous avez les liens. Merci beaucoup. Convention citoyenne pour le climat. Et merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir écouté un des 150. Merci. Merci. Dominique? Oui, ben, merci encore de votre invitation et de cet échange qui me permet moi aussi de progresser dans ma réflexion. Difficile de dire quelques mots de conclusion. Nelson Mandela disait, quand on lui demandait s'il avait perdu ou gagné, il disait, vous savez, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je crois qu'avec les conventions de citoyens, je pense qu'on n'a pas gagné avec la convention de citoyens sur le climat. On n'a pas gagné beaucoup de choses en proposition, puisque la plupart étaient déjà sur le tapis, soit portés par les associations, les syndicats ou la fameuse convention de 2002. On n'a pas gagné non plus sur comment dire, la légitimité de cette convention, décidée par le président de la République, organisée sous l'emprise quand même du gouvernement, en relation avec le président de la République à la sortie. Donc c'est le président de la République qui l'initie, c'est le président de la République qui reçoit à l'Élysée cette convention. Donc on n'a pas gagné quant à la compréhension de cette convention. D'où il faut apprendre. Et il faut apprendre, me semble-t-il, à partir des propositions qui ont été faites dans la note, et peut-être, alors évidemment, défaut de juriste, je pense que si on veut éviter ces écarts et ce grand n'importe quoi, notamment avec le panel là, sur le vaccin, il faut absolument qu'il y ait une loi qui inscrive dans le... Allô? Oui. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Moi, il faut vraiment qu'il y ait une loi qui inscrive dans la Constitution le mode d'organisation, de fonctionnement de ces conventions de citoyens. Alors, je suis désolé, mon écran vient d'être tout noir. Est-ce que vous m'avez entendu? On vous a très bien entendu, Dominique. Merci beaucoup. Et merci de votre conclusion. Donc, il me reste, moi, d'abord à conclure sur le fond que vous avez bien vu qu'à la Fabrique écologique, on souhaite, avec cette note, ouvrir des débats et non pas les clore. Et que donc, évidemment, vos contributions, les uns et les autres, dans ce débat, et on espère que ce débat rejaillira
y compris pourquoi pas au sein de la Convention, y compris pourquoi pas au sein du Parlement, y compris pourquoi pas dans le débat public. On pense que la Convention est un bien précieux et qu'il faut faire attention à ce que, si on veut que ce type de formule se développe dans l'avenir, et on pense que c'est tout à fait utile, il faut vraiment faire attention à ce qu'on établisse un cadre un peu rigoureux de réussite de ces conventions. C'est un peu d'ailleurs la conclusion de Dominique. Et donc, on veut contribuer au débat sur ce sujet, et on pense que c'est un des enjeux, y compris du projet de loi, du futur projet de loi, ou des projets de loi en cours sur le CESE et sur d'autres choses. On ne prétend pas avoir la vérité révélée du tout sur toute une série de points, sur la publicité des débats, etc. Mais au moins que les débats soient ouverts et qu'on puisse discuter de ces sujets de manière… Et dans l'esprit, encore une fois, que ce type d'initiative de convention citoyenne puisse être considéré comme, dans l'avenir, comme devant être reproduit, devant être développé, car extrêmement utile. Et je pense que c'est tout à fait faisable parce que le travail des citoyens, quoi qu'on en dise, quoi que certains en disent, est quand même d'ores et déjà très très utile, et j'espère qu'il va l'être dans l'avenir. Évidemment, ce débat que nous venons d'avoir pendant 2 heures n'enlève pas le débat sur les modalités d'application. Nous-mêmes, comme vous le savez, on a beaucoup travaillé sur une bonne partie des sujets climat. On a un certain nombre d'idées, et donc on y contribuera si on fait appel à nous, y compris dans le débat parlementaire sur ces sujets. Ce qui nous semble en tout cas, c'est qu'en effet, le projet de loi, en tout cas, puisse et doivent être améliorés pour avancer plus rapidement sur le sujet du climat, ce qui est notre souhait à tous. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous rappeler que, aux uns et aux autres, 2 ou 3 choses. D'abord que vous pouvez très bien, les uns et les autres, si